On va enchaîner pour la dernière heure avec Regard Croisé. On a la chance d'avoir à la fois Jérémy Robiol, directeur du développement de Xerfi, qui va nous présenter une étude sur la pertinence d'élaborer justement de nouveaux indices de revalorisation tarifaire. Et puis on a la chance d'avoir un haut fonctionnaire, on en a parlé, avec Bernard Célie, vice-président du CEPS. On a beaucoup parlé. Merci beaucoup d'être là, parce que je sais que c'est un rôle qui n'est pas évident d'être présent ici. Encore une fois, depuis le début de cet après-midi, l'idée n'est pas de dire ou de pointer telle ou telle responsabilité, mais au contraire de sortir avec un regard un peu plus complémentaire, avec des acteurs complémentaires dans le système, et évidemment le CEPS, et vous en faites partie. Et merci, merci d'être là. Alors on va d'abord démarrer avec Jérémy Robiol, et alors vous avez quelques slides sur ces indices de revalorisation tarifaire, sur peut-être des nouveaux modèles. Xerfi, c'est un cabinet d'études économiques sectorielles. C'est un peu la référence. À chaque fois qu'on veut éclairer des décisions, ou une compréhension en tout cas du monde économique, Xerfi a toujours une étude pour pouvoir présenter un secteur. Merci, merci d'avance. Et merci à tous. Il y a Kevin qui interviendra en cours de présentation. Merci pour l'invitation. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit travail qu'on a mené avec l'ensemble du bureau de l'UPSADI, et que je remercie à nouveau. Juste peut-être vous rappeler très rapidement le contexte et les objectifs de la démarche. Le contexte, c'est celui qu'on a partiellement évoqué pendant tout à l'heure, à savoir, oui, certes, les prestataires de santé à domicile sont sur un marché qui est en croissance, qui est concerné par une forte vitalité à l'heure actuelle. Mais ce dont on se rend compte, et en particulier dans le contexte inflationniste actuel, c'est que les prestataires de santé à domicile sont actuellement menacés par des performances financières qui sont orientées à la baisse. Orientées à la baisse, pourquoi? Parce que les coûts dérapent. Les coûts dérapent, dispositifs médicaux, frais de personnel, carburant, tout le spectre de dépenses aujourd'hui a eu tendance à augmenter, et à augmenter très fortement sur la période récente. Donc la mission qui a été la nôtre chez Xerfi, ça a été de travailler sur 3 index de coûts, 3 index qui doivent justement servir à mieux comprendre l'évolution des coûts au sein de la profession. 3 principaux objectifs. Suivre de façon objective et indépendante, ça c'est nous, c'est le cabinet Xerfi. L'objectif, c'est d'assurer une légitimité à ces différents index. 2, mieux piloter l'activité des prestataires de santé à domicile, pouvoir aussi anticiper et se projeter à l'avenir sur les évolutions de coûts. Et enfin, servir de référence dans le cadre des négociations avec les pouvoirs publics. On le verra tout à l'heure, c'est l'un des grands objectifs. À chaque activité, son index. On a décidé de travailler sur 3 index. Un index maintien à domicile, un index perfusion, nutrition et insulinothérapie, et un index respiratoire. Juste peut-être pour vous présenter d'abord ce qu'est un index. Un index et à quoi ça sert, et quels sont les grands prérequis de construction. Un bon index, c'est un index simple. Simple ne signifie pas simpliste. C'est basé vraiment sur quelque chose de scientifique et de construit. On verra ensuite la méthode. 2, un bon index, c'est un index qui doit s'appuyer sur un nombre d'indicateurs restreint. On s'est restreint à 6 indicateurs dans le cadre des 3 index sur lesquels on a travaillé. J'y reviendrai tout à l'heure. 3e élément, c'est exploiter des sources officielles et incontestables. Pour qu'un index soit considéré comme incontestable, il faut justement qu'il soit basé sur des sources qui elles-mêmes le sont. Donc on s'est principalement appuyé sur des indicateurs qui sont des indicateurs en source publique, INSEE, DARES, de temps en temps le moniteur, vous le verrez. Enfin, et ça c'est très important, notamment pour pouvoir se projeter, piloter l'activité, etc., ces index doivent absolument pouvoir être actualisés à une fréquence régulière. On le sait, il y a des indicateurs de temps en temps qui sont des indicateurs annuels. C'est trop tard, c'est pas assez réactif. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir des éléments trimestrialisés, au pire semestrialisés, pour justement assurer un suivi régulier. Au niveau de la méthode de construction de ces index, il y a eu 3 grandes étapes. Une première étape, ça a été une étape d'analyse de la structure de coût des activités.
activités. Alors, comment on a procédé? Premier élément, on s'est basé sur l'organisation de groupes de travail, mais aussi sur la transmission de comptes de résultats détaillés d'entreprises. Donc on est allé regarder le détail d'un certain nombre d'entreprises, y compris par taille. On a pris pour chaque activité à minima une petite société, c'est-à-dire une société de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une société intermédiaire entre 5 et 10 ou 5 et 20, et une société supérieure à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir un panel pour chaque activité d'évolution de coûts. Deuxième étape, sélectionner les indicateurs qu'on considère comme étant les plus pertinents. Donc là, à partir de l'étape 1 où on a vraiment travaillé la structure de coûts, on a travaillé la pondération des différents index, l'objectif c'était ensuite de déterminer quels étaient les indicateurs à partir desquels on pouvait justement suivre ces index. Donc vous le verrez, on a choisi un certain nombre d'indicateurs qui doivent normalement reconstruire, alors si ce n'est à l'identique, au moins de la façon la plus pertinente possible, l'évolution de la structure de coûts des entreprises. Et enfin, troisième étape, c'était la dernière étape du projet qui est aujourd'hui quasiment finalisé. Kevin évoquera ensuite les prochaines étapes. La troisième étape, c'était vraiment l'étape de modélisation de chaque index, avec notamment des simulations et des tests de vérification pour bien d'abord comprendre comment évoluer les coûts sur une dizaine d'années, et ensuite essayer de voir si ça colle justement à la réalité du marché. Ouais, c'est un peu petit du coup. Non, ça va, c'est un peu mieux ici. On va pas rentrer dans le détail des données de cadrage, c'est pas pertinent. Juste pour vous dire que pour chaque activité, on a présenté, et je pense que vous aurez accès au support de toutes les manières, on a présenté chaque activité avec ses coûts en pourcentage du chiffre d'affaires et en pourcentage des coûts. Ça nous a permis finalement de recréer une structure de coûts moyenne pour chacune des activités. L'objectif aussi, c'était d'arriver à un niveau de détail assez fin et donc de se mettre d'accord aussi sur une répartition des charges de personnel, puisqu'il y a des activités qui sont plus intenses en professionnels de santé et d'autres, au contraire, qui sont potentiellement plus intenses en back-office, par exemple en marketing, en commerciaux, etc. Donc ça l'objectif, c'était d'essayer de déterminer une répartition des charges de personnel entre, d'un côté, des frais de professionnels de santé et de l'autre, des frais de personnel de ce qu'on appelait de soutien à l'activité finalement. Et ensuite, ça nous a donné un certain nombre de pondérations, pour chacun des postes de coûts. Donc là, je vous ai présenté les différents postes de coûts, achat et approvisionnement, frais de personnel, y compris splittés entre salaire et traitement et charges sociales. Vous le verrez, en réalité, cette séparation, elle n'est pas forcément nécessaire, mais ça permet d'avoir la vision la plus fine possible. Les autres achats et charges externes, avec pour chaque dépense d'autres achats et charges externes, les loyers, le gazole, et enfin ce qu'on a appelé une ligne autre, c'est tout ce qui a trait aux frais de comptabilité, aux frais de communication, aux frais de marketing, aux honoraires, à la formation professionnelle, bref, tout ce qui est en ce moment assez volatile. On évoquait tout à l'heure les frais de comptabilité, l'un des intervenants précédents évoquait les augmentations de 3% sur la comptabilité. Typiquement, c'est dans cette ligne-là. Sur cette base-là, on a décidé, avec le groupe de travail, de choisir un certain nombre d'indices qui doivent justement permettre de reconstruire les évolutions de coûts au sein de la profession. Donc on en a choisi 6. Le premier, c'est un indice de prix à l'importation des instruments et fournitures à usage médical et dentaire. Donc là, c'est des éléments qui doivent normalement permettre de reconstruire les frais d'achat de matières premières et approvisionnement. Et ensuite, on a fait exactement la même chose pour les frais de personnel, pour les loyers commerciaux, pour la consommation de gazole, et enfin, ce qu'on a appelé les coûts de main-d'œuvre intellectuelle, donc l'indice Syntec, pour tout ce qui a trait à la sous-traitance informatique, la comptabilité, la communication, etc.
Donc on ne rentrera pas, je vous rassure, dans le détail des formules puisqu'elles sont un poil complexes. On aura l'occasion, évidemment, si vous avez des questions, d'en rediscuter. Juste en revanche, pour vous montrer ce que ça donne en termes de simulation, si on avait dû projeter de 2013 à... Oui, ça va à mon avis vous intéresser. Je vois en tout cas, en revanche, qu'il y a une toute petite coquille. Le 2012, c'est évidemment du 2022, je m'en excuse. Donc on a tout mis à un indice base 100 en 2013 pour justement vous montrer l'évolution des coûts pour chacune des activités. Donc là par exemple pour le maintien à domicile, les évolutions de coûts entre 2013 et 2022 c'est plus 9,2%. Pour la PNI c'est plus 12,4%. Et enfin pour le respiratoire plus 14,8%. En sachant que quand on regarde notamment sur la période récente, on se rend bien compte que 2022 a été une année très particulière de ce point de vue-là, puisque chacune des les coûts sur chacune des activités ont progressé de plus de 4%. Ce qui est évidemment colossal, notamment quand on se rend compte, par exemple, que certaines activités font l'objet de déremboursements ou de baisses tarifaires. Pardon de vous interrompre, Oui. mais en regard, il aurait été logique donc d'avoir quoi? Des hausses de rémunération, au moins pour contrebalancer cette hausse des coûts. Exactement. Là, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, donc il n'y a pas eu de hausse, mais il y a eu des baisses, c'est ça? D'où cet effet ciseau dont je parlais tout à l'heure, effectivement. On a... Là, ça se présente mal par rapport à ce que je vous avais transmis, mais c'est pas très grave. Juste le message à faire passer ici, c'est que ces index, en tout cas à ce stade, est hors capage, c'est-à-dire hors éléments qui permettraient justement de fixer à la hausse ou à la baisse ces évolutions de prix. On se rend bien compte que ces index restent quand même assez conservateurs, puisque 2 d'entre eux ont évolué en deçà de l'inflation générale des prix. Voilà un peu pour ce que je souhaitais vous présenter sur cette courbe. Merci beaucoup Jérémy. Non mais je posais une question, je me doutais de la réponse un peu béotienne, un peu basique, mais c'est vrai que la ménagère quand elle regarde ça, elle pourrait se dire bah oui c'est assez logique, il y a une hausse des coûts, donc il faut en face qu'il y ait une hausse des rémunérations, ce que fait toutes les corporations, ça fait partie des bases de négociation. Pareil sur ces index en dessous de l'inflation. Il y a effectivement beaucoup de syndicats. Enfin, j'aurais pu en parler au début, mais le temps était un tout petit peu compté. Il y a beaucoup aujourd'hui de syndicats professionnels qui se basent effectivement sur ce type de formule justement et qui intègrent ça directement dans leur contrat. Je vous donne l'exemple d'un acteur avec lequel on a travaillé là récemment, c'est le monde de la propreté. Ils se sont rendus compte exactement de la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans une situation depuis plusieurs mois, plusieurs années extrêmement inflationniste et à l'inverse, les clients évidemment font pression pour répercuter le moins possible à la hausse ces évolutions de coûts dans les tarifs. Et donc, d'où l'intérêt effectivement d'avoir ce type de formule. Et quand on regarde par exemple ce qui se passe du côté du Syntec, Xerfi fait partie du Syntec. Nous, dans nos formules contractuelles, notamment pour des renouvellements de prestations auprès de nos clients, on intègre une formule Syntec et les clients acceptent les revalorisations tarifaires puisqu'elles sont directement intégrées au contrat. C'est un argument de négociation, ça pourrait être un argument. Ça peut être un argument de négociation, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, c'est pas activable à merci. Mais c'est un argument objectif. Mais c'est un argument objectif et c'est un argument de négociation effectivement et qui permet, si on a envie, nous, Xerfi par exemple, d'avoir une baisse, d'avoir une hausse inférieure à celle du Syntec, on le peut effectivement très bien. C'est juste de la négociation commerciale ensuite basée sur les relations qu'on peut avoir avec nos clients. Voilà. Merci beaucoup Jérémy. Je passe la parole à Kevin Chattard. Je crois que vous vouliez réagir sur justement cette présentation. Ouais, donc merci. Merci Jérémy en tout cas pour avoir accompagné ce travail et avoir accepté cette mission qu'on lui a confiée. Donc effectivement, notre premier objectif, c'était de créer des index de coûts. Déjà de matérialiser, objectiver les hausses de coûts qu'on subissait. Alors c'est vrai que le contexte était sans doute plus favorable et nous a inquiété plus ces dernières années que par le passé, mais finalement c'est important de pouvoir objectiver l'évolution de nos coûts. Avant que M. Célie change de couleur, je pense qu'il était intéressant de pouvoir
aller un peu plus loin, c'était la première partie, l'index de coûts, de maîtriser nos coûts. C'était intéressant aussi d'intégrer un autre indicateur qui est souvent la base de toutes nos négociations, nos discussions avec le CEPS. On en a parlé un petit peu ce matin dans la régulation, c'est la croissance des activités. Parce qu'on est dans un domaine qui est dans le domaine de la santé, où il y a des croissances, voire des fortes croissances, qui sont des fois effectivement liées à la démographie, à l'environnement dans lequel on travaille, et qu'il faut absolument qu'on tienne en compte dans notre analyse. Si on veut avoir une analyse qui soit responsable, qui soit sérieuse, il faut à un moment donné qu'on prenne en compte cette croissance. Donc l'idée, dans le travail à venir maintenant, la deuxième pierre qu'on doit faire avec Jérémy et avec le groupe Alupsadi qui est en charge de ce travail-là, c'est d'essayer d'intégrer, alors le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas pour l'instant c'est celui-là qu'on a choisi, c'est un capage de croissance. Donc le capage, juste pour déjà la définition, c'est que ça consiste effectivement à fixer à l'avance un ou plusieurs indicateurs définis au préalable, avec une limite maximale ou minimale. Nous, ce n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là qu'on veut le faire. Nous, l'idée, c'est que finalement, l'intégration de la croissance corrige notre index de coûts. C'est-à-dire qu'on a des coûts qui augmentent, mais que la croissance, en la prenant en compte si elle est très positive ou négative ou nulle, elle va venir corriger cet index de coûts pour arriver à la finalité, à une proposition de négociation sur une base qui soit très objective. Et c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, le CPS arrivait avec leur mandat et leur traduction du mandat avec un objectif d'économie sur nos activités à nous, sans qu'on ait nous la méthode, sans qu'on ait nous la compréhension de pourquoi tant de millions sur telle activité et pourquoi pas une autre et pourquoi celle-là aujourd'hui et pourquoi pas d'autres acteurs, etc. Donc nous, on va arriver avec cet élément de méthode de calcul qui soit transparente, c'est l'objectif. Donc, capage sur la croissance, c'est-à-dire intégrer la croissance. La croissance, le but, c'est quoi? C'est de tenir compte de l'évolution du marché. Parce qu'on est un marché où on a vu depuis toute la journée aujourd'hui qu'on a plusieurs activités, le MAD, le respiratoire, la PNI, qui sont des activités qui ont chacune une évolution propre. On a des croissances qui sont... on a une croissance structurelle de nos activités forcément qui est liée à la démographie, comme on disait. Donc effectivement, celle-ci, il faut l'intégrer, elle est structurelle, j'allais dire, elle nous est favorable. Et l'ONDAM l'autorise, j'ai envie de dire. Mais derrière, il y a des fois de la surcroissance, c'est-à-dire qu'on est au-delà de cette croissance autorisée, entre guillemets. Elle peut être nulle, voire elle peut être en décroissance sur certaines lignes, parce qu'il y a des traitements, des pathologies ou des prises en charge qui n'évoluent pas ou qui sont plutôt en décroissance. Donc il faut intégrer cette notion de croissance. Et l'idée, c'est qu'en intégrant cette notion de croissance, c'est qu'on soit aussi dans une stratégie, une construction avec le CPS, comme on disait ce matin, d'être un acteur responsable et qui comprennent qu'il y a des enjeux de régulation économique de la santé et qu'on ne soit pas uniquement à vouloir rechercher de la valorisation pour de la revalorisation sans être totalement déconnecté de la réalité économique dans laquelle on est, surtout quand on a entendu ce que Dr Thor nous a dit ce matin, c'est qu'a priori on n'avait pas de finalité, hein, on n'était que dans de l'économie. Donc effectivement, dans ce contexte-là, il va falloir réussir à s'adapter et on veut proposer un outil qui soit accepté par les tutelles, accepté par le CPS, accepté par le ministère. Si on veut qu'il soit accepté, il faut qu'il soit un minimum cohérent, un minimum responsable. Donc c'est dans cet état d'esprit-là qu'on a essayé de construire cet outil. Et donc là, vas-y, troisième étape. Donc la piste de travail, donc, elle n'est pas encore une fois totalement déterminée, on n'a pas encore les résultats de la formule de calcul. On va peut-être pouvoir la co-construire ensemble avec M. Célie et puis avec le ministère, mais également aussi la Première ministre, pardon, parce qu'effectivement, pendant qu'on ait lancé ce travail-là, finalement, il y a eu une annonce qui était intéressante, c'est que le cabinet de la Première ministre a mis en place une ouverture à la régulation des produits de santé, et un observatoire et un moment de réflexion autour de la régulation des produits de santé. Déjà, elle a prononcé le mot régulation, elle n'a pas prononcé le mot maintien de la dépense ou comment gérer le trou de la sécu. Elle a mis le mot régulation de produits de santé. Donc finalement, c'est totalement en phase avec le travail qu'on avait initié et pour lequel on s'est saisi. Donc on va, je pense aussi, peut-être aider avec François Asselin, peut-être porter ce message-là aussi auprès de la Première ministre pour pouvoir lui montrer notre méthode de régulation comme on l'imagine. Et donc en conclusion, pour finir, l'idée c'est qu'effectivement, on veut que ces index plus ce capage soient vraiment un instrument au service de la régulation et de la bonne gestion des dépenses de santé pour justement retrouver, c'est aussi ce qu'on a dit ce matin, c'est pour nous, des chefs d'entreprise que nous sommes, on a besoin de visibilité, on a besoin de pouvoir accepter des baisses qui soient acceptables et qui soient gérables. Et aujourd'hui, ces dernières années, on voit bien que, les montants il y avait une vraie inflation dans les montants des baisses qui nous étaient demandées. On sortait de la gestion à la marge, on était vraiment dans des baisses qui étaient massives.
et on n'avait aucune visibilité. C'est-à-dire qu'on est un chef d'entreprise aujourd'hui, on fait des business plans, on fait des business models, on fait des budgets prévisionnels, et on est incapable de savoir à horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, quelles sont les activités qu'on fait au quotidien qui vont subir des baisses, et de combien. Et ça, c'est aujourd'hui, au-delà même de la baisse, c'est un élément qui est extrêmement important pour un chef d'entreprise que nous sommes, pour pouvoir s'adapter à cette régulation. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Et pour pouvoir investir avec des banquiers qui vous demandent de faire des VP, etc. Et vous êtes dans cette incapacité-là. Donc ce que je comprends là, c'est que vous voulez passer d'une position ou d'une posture de vous subissez finalement des baisses à un rôle plus actif et plus proactif dans une négociation et avec des éléments quantifiables. Je vais passer la parole, merci Kevin, et je crois que c'est une excellente transition pour passer la parole. Et encore une fois, remercier Bernard Célie, vice-président du CEPS, parce que c'est une position qui est pas évidente, et merci d'être là. Et encore une fois, c'est dans la bienveillance et dans le dialogue, et je pense que cet index de capage, c'est aussi ça, c'est pour être dans un dialogue et dans des choses constructives. Donc merci Bernard d'être là. 3 questions, et puis après du dialogue, parce que vous avez aussi accepté ce dialogue-là. Après ? Non, après, parce que ça sera l'objet. Oui, mais on fera le lien, parce que de toute façon... Bon. Oui. Ce qu'on dit en filigrane depuis le début, on a pourquoi des plans de baisse et pas des plans d'investissement, surtout qu'il y a des gisements d'économie ailleurs qui sont grâce à vous. Nos travaux, cher Armand, c'est que l'idée, c'est aussi de pouvoir objectiver nos demandes de revalorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demandait des revalorisations, mais on ne savait pas forcément les objectiver. Donc là, l'idée, et je ne parle que de régulation, moi, je ne parle pas du tout de uniquement accepter des baisses ou de minimiser la baisse, c'est si on faisait ce sera le travail qu'on fera après. Si on prend les indexes de coûts qu'on a aujourd'hui, qu'on corrige avec la croissance, ça ne veut pas forcément dire qu'on va passer sur un état négatif. On peut rester sur un état positif et donc demander des revalorisations. Et puis toutes les lignes de la LPP n'évoluent pas non plus. Il y a aussi des lignes de la LPP qui stagnent, le marché de la nutrition, il y a des marchés qui stagnent, qui pourraient, là pour le coup, tout de suite, même avec notre capage, générer une demande de revalorisation. Mais au moins, elle est objectivée, elle me paraît être sérieuse, elle me paraît être réfléchie et acceptable. Après, on est dans une négociation. Si on y va avec un objectif de faire valider ces protocoles-là qui vont que faire comme finalité des baisses, des revalorisations, je ne suis pas sûr que ça soit Alors, vous accepté. allez négocier avec le CEPS. Et le CEPS, première question, Bernard, c'est quoi ? Merci déjà aux organisateurs pour l'invitation. Alors, moi, je viens toujours échanger avec les prestataires avec beaucoup d'intérêt parce que les enjeux sont nombreux. Et puis, dès ma prise de fonction au début de l'année, j'ai voulu aller voir sur le terrain comment ça fonctionnait et ce qui se passait. Et je vais continuer d'ailleurs, puisque je vais rencontrer un certain nombre de vos membres à la fin de ce mois-là pour voir concrètement quelle est la nature de votre activité. Donc c'est un dossier qui me tient à cœur et que je regarde de très près. Donc merci de me donner cet après-midi l'occasion de venir vous parler directement et de venir échanger sur ces questions. Alors le CEPS, effectivement, on en parle beaucoup. Je pense que la plupart d'entre vous savent vaguement de quoi il s'agit, mais souvent c'est perçu de l'extérieur un peu comme une boîte noire. Et donc je pense qu'à cette occasion, on peut donner un peu plus d'informations sur son fonctionnement. Déjà, il faut savoir que c'est une structure qui est interministérielle. Donc on ne dépend pas que du ministre de la Santé, on dépend à la fois du ministre de la Santé, mais aussi du ministre des Comptes publics et du ministre de l'Industrie. Donc on a une structure un peu particulière au sein de l'administration française qui fait que on cherche justement à concilier les intérêts de plusieurs ministères. Alors concrètement, comment fonctionne le CEPS ? Il se réunit, s'agissant des prestations et des dispositifs médicaux, une fois tous les 15 jours, le mercredi matin. Et autour de la table sont réunis les différents membres qui le composent, qui ont des droits de vote. Et Sylvie Thoré, que vous avez rencontrée ce matin, est une des membres du comité qui représente l'assurance maladie. Mais au-delà de l'assurance maladie, sont également représentées la direction de la sécurité sociale, sont représentées également la direction générale de la santé, la direction générale des entreprises côté Bercy, la DGCCRF, et puis le président et moi-même avons aussi chacun un droit de vote.
Donc on analyse les différents dossiers qui nous sont présentés par les membres pour soit fixer un tarif, soit le faire évoluer. Et dans le cadre justement de la régulation, on va en reparler, on échange entre les différents membres pour concilier les différents intérêts que représente chacune des parties prenantes. Ces intérêts sont quoi? Le premier, c'est faire en sorte que les patients français aient accès à des produits ou des prestations ou des médicaments de manière satisfaisante. Ça, c'est le premier élément. Et évidemment, il est plutôt porté par le ministère de la Santé. Puis le deuxième grand enjeu, c'est de faire en sorte qu'on assure une maîtrise de la dépense publique. Là, on est à cheval entre le côté Bercy, compte public, et le côté santé aussi, aspect direction de la sécurité sociale. Puis on a d'autres facteurs à prendre en compte, le développement de l'emploi, le développement de l'innovation. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont un peu contradictoires, il faut bien le dire. Et le CEPS est un lieu d'échange entre ces différents points de vue pour pouvoir convenir, converger vers quelque chose qui concilie les différents points de vue de la puissance publique. Puis une fois qu'on a concilié ces éléments, on négocie avec les acteurs économiques pour, cette fois, convenir d'un tarif qui soit acceptable par les uns et par les autres. Si on veut balayer un peu les grands enjeux des prestataires de santé à domicile, on a beaucoup parlé alors de plan de baisse, régulation, optimisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est l'enjeu du financement, comment revaloriser ou en tout cas revoir ce financement de manière soutenable. C'est ça un des grands enjeux dans les prochaines années. Alors effectivement, les questions de la prestation sont un des grands enjeux du CEPS dans les mois et les années qui viennent, avec plusieurs éléments. Alors il y en a certains qui sont directement issus de la LFSS, de la loi de financement de la sécurité sociale. J'ai compris de la table ronde précédente que pour beaucoup la LFSS c'est le diable incarné, on le cherchait, on l'a trouvé, c'est la LFSS. En tout cas c'est ce qui résultait de la discussion de tout à l'heure. Eh bien il y a un certain nombre d'enjeux qui en font partie. Ça c'est le fonctionnement habituel. Alors j'ai entendu effectivement les enjeux de pluriannualité qui sont importants, et ça effectivement on y travaille parce qu'on a conscience des enjeux pour les entreprises d'avoir de la visibilité qui dépasse la visibilité annuelle. Donc ça aussi c'est des éléments sur lesquels en tout cas nous on souhaite avancer. Et puis s'agissant effectivement des prestataires, il y a on l'a évoqué, il y a plusieurs types de prestataires différents. Il y en a un en particulier qui focalise beaucoup l'attention, c'est tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est traitement de la PPC. Déjà parce que c'est un volume important pour les remboursements d'assurance maladie. On est autour du milliard d'euros. Et donc forcément, ça pèse sur les dépenses et ça incite les autorités politiques à regarder en détail ce qui se passe. Donc travailler sur cette question, c'est à mon sens un des grands enjeux. Et ce dont je suis convaincu, c'est que la problématique ne doit pas se traiter de manière verticale, c'est-à-dire en silo. Et si on veut appréhender le sujet dans sa globalité, un des points importants qu'il faut mettre en place, c'est de discuter avec toutes les parties prenantes. Donc évidemment, les syndicats représentatifs de la profession, peut-être quelques industriels, quelques professionnels, évidemment, en plus des syndicats, les professionnels de santé qui prescrivent, et évidemment les pouvoirs publics dans leurs différentes composantes pour se réunir autour d'une même table, pour pouvoir poser le sujet et voir comment on peut faire converger les différents intérêts, c'est-à-dire faire en sorte que la profession soit rentable et en même temps faire en sorte que la maîtrise des dépenses publiques soit assurée, parce que là, évidemment, comme tout un chacun, on est attaché à ce qu'il n'y ait pas de divergence des dépenses. Alors ça met en évidence un prérequis, c'est évidemment que les PSAD sont un élément clé du dispositif de santé, un élément qui va devenir de plus en plus important, puisque alors on parle beaucoup de la pression sur l'hôpital, les PSAD peuvent concourir à alléger cette pression, et donc en ça fait de vous des acteurs indispensables et donc qui doivent s'insérer harmonieusement dans le dispositif. Et donc ça veut dire avec une rémunération adéquate et une prise en compte des différents enjeux qui sont ceux des pouvoirs publics.
Et justement, dans ce, j'allais dire, on prend d'un côté ou on met de l'autre, ou on économise sur l'hôpital, donc on pourrait potentiellement le réinvestir sur l'EPSAD. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à intégrer justement dans la fixation des prix et dans la vision. Et la deuxième chose, c'est la temporalité. Vous dites, l'FSS, c'est surtout la temporalité sur un an qui est un peu courte. Vous essayez de dépasser ça. Est-ce que vous avez cette capacité justement dans votre algorithme de décision de dépasser cette temporalité annuelle? Alors, déjà, le CEPS, dans son approche interministérielle, il régule les prix uniquement des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations. Donc, ça n'inclut pas effectivement les montants Oui, qui mais il y a sont Bercy autour de la allogés, table. qui sont alloués à l'hôpital. Alors certes, il y a Bercy autour de la table, mais ce n'est pas la mission qui est confiée au CEPS. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne raisonne pas de manière globale. Et effectivement, quand un dispositif médical, une prestation ou un médicament peut entraîner des économies par ailleurs pour l'assurance maladie, on le prend en compte évidemment dans sa tarification. S'agissant des enjeux de pluriannualité, alors effectivement, la LFSS, par essence, scande un peu le sujet de manière annuelle, mais alors déjà, la LFSS prévoit un certain nombre d'éléments sur 3 ans. Et puis, nous, au CEPS, on est attaché à essayer de regarder nos évolutions des tarifs sur un espace temporel le plus long possible. Alors, c'est des éléments qui nous permettent effectivement de préparer les travaux à venir. Alors, troisième question avant la quatrième, cinquième et plein d'autres, j'imagine. Mais troisième question, pour rebondir sur la présentation de Jérémy Robiol et de Kevin, cet outil de capage, ça va vous aider? C'est quelque chose auquel vous attendiez peut-être, qui est fait peut-être dans d'autres secteurs aussi ou pas? Alors, moi, je m'en félicite, hein. J'ai découvert vos slides en fin de matinée et du coup, votre présentation est très claire. Donc, c'est une initiative très intéressante de l'UPSADI. Oui, tout ce qui apporte des éléments quantifiés dans le débat est bon à prendre, hein. Ouais, mais je viens d'un secteur où de régulation économique qui est celui du numérique, où effectivement on travaille beaucoup sur des modèles de coûts qui aident à prendre la décision publique. Donc tout ce qui concourt à apporter des éléments qui sont factuels, qui sont quantifiés, démontrés, sont bons à prendre. Et donc on va évidemment travailler, comme Kevin l'appelait de ses voeux, ensemble pour continuer et regarder plus en détail. Alors il faut qu'on regarde un peu plus à fond les différentes hypothèses, mais oui, la réponse est clairement oui. Tout ce qui vient compléter les débats, parce que finalement on peut discuter longtemps quand on a des objectifs de négociation. Alors on peut discuter le bout de gras pendant des heures et des heures. Un modèle économique, des éléments tangibles sont très utiles. Après, là, en plus, on a une innovation qui est celle d'apporter des index. Alors, effectivement, c'est très courant dans les contrats. Ça l'est moins en régulation économique. Donc, il faut qu'on voit comment on peut exploiter ça. En tout cas, je trouve ça utile et intéressant. Questions, remarques, la parole circule, n'hésitez pas. Et encore une fois, merci de... Président, peut-être un petit mot sur... Il y a, ouais. Comme vous l'avez dit, on peut toujours discuter pendant des heures autour. Non, c'est bon, faut bien on peut discuter pendant des heures autour du bout de gras d'un sujet, d'un bout de gras, mais au final, il faut arriver quelque part à objectiver ce qui se passe. Et là, je pense que cet indice va nous permettre d'objectiver. Bon, il y aura probablement d'autres travaux à effectuer, comme probablement le capage, voir comment on peut l'intégrer, que ça corresponde à la fois à
à la façon dont on pense que ça doit se faire, mais aussi à la volonté publique de travailler avec nous. Et je pense que ça peut être très intéressant pour la profession de vraiment faire un travail qui soit un travail constructif, clair, précis et surtout, si possible, éclairé sur plusieurs années. Parce que notre principal problème aujourd'hui que l'on a, c'est la visibilité qui est très courte. Et quand dans une société de prestations, vous avez aujourd'hui 80 la grosse part, c'est le personnel. Et aujourd'hui, il est très difficile. Ce qui veut dire que si on est obligé rapidement de réagir, la variable d'ajustement ne peut devenir que le personnel. Et aujourd'hui, c'est compliqué, ne serait-ce qu'humainement, mais d'avancer dans ce sens. Donc plus on aura de visibilité, et plus ça sera bien pour tout le monde. Mais écoutez, on s'associe complètement à ces éléments. Et c'est vrai que la prestation au sein du paysage des acteurs qu'on régule a une particularité effectivement très forte que vous avez rappelée. Déjà, le dispositif médical et les prestations par rapport aux médicaments sont très différents. Et la prestation par rapport au modèle économique d'une entreprise qui fait du dispositif médical est aussi très, très différente. Et donc, c'est ces éléments-là qu'il faut pouvoir quantifier pour derrière réguler de manière efficacement. Nous, notre objectif au CEPS, évidemment, c'est de trouver des solutions au carrefour de tout un tas de promesses politiques, mais à un moment, il faut, sur le terrain, trouver des solutions et avancer. Question naïve, vous n'avez pas ce type d'outil quand vous arbitrez et quand vous décidez? Alors, si, on a des éléments, mais ces éléments, ils sont toujours plus précis quand on les co-construit avec les acteurs Bercy économiques. va apporter son élément, la HAS ou le ministère va apporter le sien, la DSS aussi. Voilà, la HAS n'est pas membre du comité, mais effectivement, la DSS apporte son analyse, la DGS apporte son éclairage en termes d'utilité de la prestation ou du produit sur le plan de la santé publique, mais chacun dans son angle. Et le CEPS, c'est le carrefour des échanges de ces différents objectifs antagonistes. Question, monsieur. On vous peut apporter un micro. Je voulais simplement, étant un peu la mémoire ici, parce que je crois que je suis le plus ancien, ou au moins presque, jusqu'en 1998, on avait régulièrement des hausses de tarifs. C'était tout aussi aberrant. Chaque année, il y avait des hausses de tarifs. Bon, c'était très bien. Le système était aberrant. Depuis 1998, on n'a que des baisses. Il y a un moment où, forcément, quand on veut essayer de diminuer les coûts, etc., on arrive forcément à... c'est un peu comme un mouton qu'on tond, et à un moment, on finit par tondre la peau. Donc je crois qu'il y a forcément, cette politique a forcément une limite. Alors après, c'est bien d'essayer, de faire essayer par un organisme neutre, à partir d'évaluations objectives, d'avoir un langage commun. Je crois que ce serait très positif. Ça éviterait, ça objectiviserait le débat, ça éviterait d'avoir des a priori. Et je crois que c'est pour le futur, c'est un partenariat qui serait forcément envisageable. Parce qu'il était tout aussi aberrant. Il est tout aussi aberrant de diminuer chaque année, finalement, de réduire finalement les tarifs chaque année, que de les augmenter chaque année. C'est un peu comme les taux d'intérêt. Les politiques en matière de taux d'intérêt, c'est tout aussi. C'est plus dans la nuance et dans l'adaptation qu'il faut jouer, je pense. Voilà, c'est tout. C'est quoi ce terme de plan de baisse? Vous avez raison de dire ça, parce que quand on a préparé la table ronde, vous parliez, on doit être dans un cadre de plan de baisse. C'est-à-dire que c'est le mot administratif, c'est ça? Et c'est la commande que vous avez. C'est pas le mot administratif. Je veux dire, toute entreprise, quand elle a des fournisseurs, elle challenge régulièrement ses fournisseurs. Et dans le domaine de la santé publique, c'est la même chose. Les laboratoires pharmaceutiques, c'est des fournisseurs de l'assurance maladie. Oui, sauf que parfois, il y a une innovation et que c'est parfois à la hausse, parce qu'on accepte cette innovation. La plupart des produits sont des produits matures. Donc il y a effectivement la problématique des produits innovants, mais la plupart des dispositifs médicaux, des médicaments qui sont achetés par l'État pour le compte de l'assurance maladie sont matures, et donc c'est assez logique. Toute entreprise fait ça. Ses fournisseurs, on les challenge à intervalles réguliers, et on voit comment les prix peuvent évoluer, le cas échéant baisser pour la plupart. Alors après, il y a des exceptions. En tout cas, la politique du gouvernement est très claire par rapport à l'inflation. Il n'y a pas de compensation à l'euro de l'inflation. J'ai vu les premiers résultats. Donc ça, ce n'est pas une stratégie de l'État.
et je pense qu'elle est très bonne parce qu'elle évite d'avoir une course à l'échalote qui fait que finalement les hausses entretiennent l'inflation et donc on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Après, au cas par cas, évidemment, chaque situation particulière se regarde et quand les choses sont suffisamment étayées, démontrées, prouvées, on peut faire bouger un certain nombre de lignes. Il pourrait y avoir d'autres types d'index. Quand on parle des vases communicants entre l'hôpital, par exemple, et la prestation de santé à domicile, c'est pas pris en compte dans votre index. Ou en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais ça pourrait être aussi un index intéressant de réfléchir à l'échelle un peu macro et systémique. Pour le coup, plus difficile à modéliser, mais oui, bien sûr. Et quand on évoquait justement la nécessité de sortir de silos, c'est un des axes. Monsieur, allez-y. Les hôpitaux y réfléchissent. Oui. Pourtant, les hôpitaux n'ont pas intérêt à y réfléchir de manière systémique. L'État aurait intérêt à y réfléchir, mais l'hôpital, en tant qu'acteur rationnel économique, n'aurait pas intérêt, puisque lui, ce qu'il voudrait, c'est prendre sa part du gâteau. Et c'est ce qu'ils font, d'ailleurs, avec la tarification de l'activité. Je ferme la parenthèse. Monsieur Célie, bonjour. Je rebondis sur ce que disait Monsieur Pastorel concernant justement les baisses. Moi, ce qui m'a choqué, mais je m'aperçois que le discours change un petit peu, c'est l'an dernier, quand on nous a proposé une convention de négociation dans laquelle on ne pouvait discuter que de baisses avec le CEPS. Alors, à l'époque, l'inflation n'était que de 6%, il est encore de 6% cette année, donc ça m'a profondément choqué. C'est le premier point que je voulais dire. Donc j'espère qu'on pourra parler demain de régulation ou de modification tarifaire et enlever ce terme de baisse systématique qui, c'est vrai, est un petit peu choquant, parce que ça veut dire que demain, si l'inflation est à 30%, on est quand même condamné à continuer à baisser nos tarifs ou au mieux de les garder stables. Premier point. Deuxième point, j'attire votre attention sur la situation de certains secteurs. Alors, on peut parler notamment de la nutrition, par exemple, que je représente ici, assez largement, dans lesquels les coûts qu'on a aujourd'hui, qui sont largement des coûts logistiques, sont énormément impactés par ce qui est en train de se passer, et où on est à la limite du modèle qui fait que demain, on peut rebasculer sur un système où la prestation disparaît, et je pèse mes mots en disant ça, ce qui affecterait profondément les malades qui, pour le coup, sont souvent les déserts médicaux et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à la pharmacie pour récupérer leurs produits. Donc, c'est aussi ça, je ne sais pas comment on pourrait le prendre en compte, mais regardez que pour ces prestations-là qui sont particulièrement indispensables pour les malades, alors bien sûr, je ne veux surtout pas faire de sectorisation par rapport à ce problème-là, comment est-ce qu'on pourrait tenir compte de ces éléments-là justement pour éviter que la prestation disparaisse purement et simplement et qu'elle soit transférée aux pharmaciens qui, je le pense, compte tenu de ce qu'ils ont récupéré au niveau du Covid, n'ont pas forcément besoin de ce business supplémentaire aujourd'hui, quoi, tout simplement. Mais voilà. Peut-être envie quand même. Non, c'est compliqué la nutrition entérale. Entérale, par exemple, c'est très compliqué. Mais bon, c'est des secteurs un peu prioritaires, quoi, vitaux. Pour oui, alors pour je parle de mon cas, mais il y a d'autres secteurs qui sont concernés. Et il faut, je ne sais pas comment on peut faire, tenir compte de ces situations particulières parce qu'on est vraiment, vraiment à la limite d'un basculement total et de la fin de pans entiers de prestations. Avec là, pour le coup, des conséquences sociales qui seraient importantes parce qu'on serait obligé de fermer carrément des activités complètes à cause de ça. Nous, il y a cette conscience-là. Oui, on est bien sûr. Donc, on est à l'écoute de toute remontée de terrain qui ferait apparaître effectivement des situations particulières. Et j'entends effectivement que dans certains cas, il puisse y avoir des tensions qui soient particulièrement fortes ou des problématiques spécifiques. Il faut que ça nous remonte, bien sûr. C'est un peu ce qu'on disait aussi sur la première table ronde, cette espèce de sortir de la défiance pour arriver sur une espèce de climat de confiance et de dialogue. Et c'est vrai que tout ce qui objective, tout ce qui donne des éléments factuels permet d'être dans la transparence et dans la confiance. Et ça me paraît plutôt constructif, effectivement. Autre remarque, question, monsieur, tout au fond. Oui, vous parlez fort, on est entre nous. Juste une question, parce que vous êtes au carrefour de plusieurs ministères, comme vous nous l'avez rappelé, et vous venez d'arriver. Est-ce qu'au niveau au niveau du CEPS, la notion de souveraineté est prise en compte? Parce que nous sommes des entreprises de territoire, nous allons jusqu'au territoire, mais le matériel dont nous disposons, nous pouvons en manquer en cas de nouvelle pandémie. Et donc, est-ce que c'est pris en compte? La réponse est oui, tout à fait. C'est même un des grands enjeux
de la tarification des médicaments et des produits de santé aujourd'hui. C'est comment on valorise effectivement la minimisation du risque de tension d'approvisionnement ou de rupture et comment du coup on maximise la souveraineté sanitaire nationale sur certains produits ou médicaments. Donc la réponse est oui. Et donc ça se manifeste comment concrètement? Alors ça se manifeste par la prise en compte dans la négociation de ces éléments et donc la capacité à accorder quelques pourcentages de hausse de prix supplémentaires. Ça se manifeste aussi par l'utilisation d'outils qui sont spécifiques, qu'on a conçus pour ça. Alors on va rentrer dans des sujets un peu techniques, mais il y a un outil qui s'appelle l'article 65 qui permet aux entreprises qui fabriquent en France, avec différents degrés ou en Europe avec des degrés moindres, de bénéficier de revalorisation tarifaire et qui, du coup, à travers la proximité de la production, minimise le risque de rupture ou de tension, donc, que ce soit dans le médicament d'ailleurs ou dans le dispositif médical. Donc c'est des éléments qu'on prend en compte. Il y a des dispositifs aussi qui sont plus Bercy, qui s'appellent les crédits CSIS. Le CSIS, c'est le comité stratégique des industries de santé, une réunion qui mêle les industriels et les pouvoirs publics sous l'égide du président de la République, qui permet d'attribuer des crédits supplémentaires aux entreprises quand elles vont rapatrier ou réinvestir dans la production au niveau national. Et je retiens que vous êtes très ouvert à des remontées d'alerte ou des remontées de terrain aussi pour pouvoir. C'est pas une machine, c'est pas une boîte noire. Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est vraiment le rôle de l'UPSADI, de la FEDEPSAD, de nous faire remonter ces problématiques de terrain pour qu'on puisse en discuter ensemble et trouver des solutions. Parce que le but ultime, c'est quand même de trouver des solutions aux différents problèmes. Bon, je crois qu'il est temps. Ah, dernière remarque et puis après. Vous seriez particulièrement bienvenu dans nos entreprises si vous voulez les visiter. Je crois que ce serait une excellente chose. Alors je le fais. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises déjà et je continue. Là, le 31, je vais à Nîmes. Donc, voilà. Donc du coup, j'aurais vu l'installation de patients PPC, perfusion, nutrition. Voilà. Et donc j'en profite pour remercier les personnes qui ont rendu possible ces visites. Bon, c'est très important de connaître par le menu notre métier, je pense. Et surtout, je crois que votre formation, c'est pas l'ENA, justement. Donc, vous avez une formation. Non, moi, je suis ingénieur du corps des mines. Voilà. Bon, je crois qu'il est temps de conclure, surtout que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire ce matin, Madame Thor a dit. C'était pas ce matin, c'était cet après-midi. Hein. donc c'est un indice qu'il faut qu'on termine et on est dans les temps, justement. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Jérémy, de ces présentations.